Salam alaikum Azoul, bonsoir. Sous nos latitudes, quasi systématiquement, quand nous parlons d'élections, surgissent tout aussitôt dans l'imaginaire collectif ces scènes de fraude, de bidouillage des listes électorales, de bourrage des urnes, de ces millions de morts qu'on fait voter d'outre-tombe, de ces foules hagardes qu'on allèche avec un repas à peu près convenable pour leur faire glisser dans l'urne le bulletin qu'un homme même pas choisi. Cette façon de nous apprêter à la sauce à laquelle nous allons être mangés est tellement entrée dans les mœurs dites politiques qu'elle ne choque presque plus. Truquer les élections est devenu la norme. C'est même le contraire qui peut sembler étrange lorsqu'il se produit néanmoins, lorsque des élections honnêtes se déroulent dans une relative transparence. Et il semble que ce soit le cas au Maroc en ce moment, comme cela a été le cas en Tunisie et en Turquie. 3 pays musulmans qui non seulement vont finir par nous convaincre que nous pouvons choisir nous-mêmes nos représentants, mais qu'en plus, contrairement aux idées reçues, voire même assénées, sont en train de nous démontrer que l'islamisme politique peut s'accommoder de la démocratie et inversement, et même qu'il peut adapter ses postulats et ses professions de foi idéologiques aux valeurs et principes démocratiques tels qu'universellement admis et pratiqués. Ce qui n'est pas rien en ces temps troublés où l'islamisme est devenu presque synonyme de violence. Nous allons donc consacrer l'émission d'aujourd'hui et de demain aussi aux élections législatives marocaines. Elle nous intéresse à un double titre. D'abord, parce que notre vocation de chaîne de télévision transmaghrébine nous y incite tout naturellement. Et ensuite, parce que ces élections, comme je viens de le dire, prennent désormais valeur d'exemple pour nous faire découvrir qu'il est possible, oui, possible, d'organiser des élections un tant soit peu honnêtes, aussi relatives puissent-elles être. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de parler de ces élections législatives, d'en comprendre les ressorts invisibles, l'organisation, les enjeux, d'en savoir plus sur les forces qui y participent, sur les électeurs, sur la très curieuse disposition qui interdit aux Marocains de l'étranger d'exercer leur droit de vote, pourtant consacré par la Constitution. Nous tenterons aussi d'en savoir plus sur la discrimination positive consentie aux quotas des femmes et de la jeunesse de moins de 30 ans. Nos invités, que nous avons choisis en dehors du microcosme partisan, nous diront peut-être ce qu'ils imaginent de perspective pour cette aventure politique dans le sens noble du mot. Ils nous diront si ces élections vont contribuer à l'avènement d'une plus grande démocratie au Maroc et ce que sera l'attitude des islamistes marocains dans un cas comme dans l'autre, s'ils remportent les élections et donc le pouvoir législatif ou s'ils sont désavoués. Aujourd'hui, le courrier de l'Atlas, les élections législatives sous la coupe des observateurs indépendants, par Mohamed El Hamraoui. Tel quel, le MUR et le PJD nient avoir obtenu le soutien des frères musulmans, par Mohamed Hamza Hashlef. Ouest France, vers un duel islamiste moderniste aux législatives. Merci donc d'être avec nous pour parler des élections législatives au Maroc qui vont se dérouler demain. Avec nous aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de recevoir, pour en parler, El-Moubaraki Mohamed, représentant Parti Socialiste Unifié. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je peux dire, le Parti Socialiste Unifié, c'est un parti qui a groupé plusieurs organisations et tendances et qui est la continuité du mouvement national, c'est-à-dire le mouvement qui a apporté l'indépendance à notre pays. Et ce parti, qui s'est créé à partir d'autres organisations, il s'est ouvert sur d'autres partis pour construire la fédération de la gauche démocratique, c'est-à-dire reprendre le flambeau
de cette gauche qu'on a voulu éliminer par le feu et par le fer, cette gauche que historiquement il a apporté, j'ai dit, l'indépendance, qui a imposé que ça soit une constituante pour que effectivement on n'aura pas une démocratie de façade mais une vraie démocratie, comme l'a bien défini feu Mehdi Bombarka. Donc cette démocratie qui voyait que le Maroc fait partie d'un grand ensemble qui est le Maghreb, donc on était pour un Maghreb uni. Donc voilà un petit peu ce que notre parti, le PIC, est au sein de la fédération. Et actuellement, vous pouvez suivre la jeunesse, les femmes, dans la rue, dans les salles. Il y a un enthousiasme. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'est votre poids bien en sûr, termes électoral. Avec surtout. Plaisir. Nous avons aussi Hankouri Wadi, militant de la Voix démocratique. En effet, je suis militant de la Voix démocratique, qui est un parti créé en 1995 et qui a arraché la légalité. Et c'est un parti qui est issu du mouvement, c'est un parti marxiste, c'est un parti de la gauche radicale qui est issu du mouvement marxiste-léniniste au Maroc, et notamment l'organisation El Hamam, et dont les militantes et les militantes étaient emprisonnés, torturés et qui ont subi plusieurs années. C'est un parti, je veux dire, c'est un parti qui n'est pas créé par l'État, qui est un parti indépendant dans ses décisions, et c'est un parti qui a choisi aujourd'hui de lutter auprès des opprimés qui n'ont pas de voix. Vous dites qu'il a arraché la légalité, ça veut dire qu'il est autorisé à exister. Bien sûr, et là, bien sûr, parce qu'entre 1995 et 2000, le parti n'était pas légal. Oui. Donc on a subi. Vous étiez dans la clandestinité. Voilà, non, on était constitué au Maroc, mais pas en tant que parti légal, comme par exemple beaucoup de groupes qui sont aujourd'hui au Maroc, parce que l'État marocain ne voulait pas nous accorder la légalité. Et c'est ce que nous avons arraché au bout de 5 ans. Très bien. Et nous avons avec nous aussi Oudriss Abdelhalim, activiste, militant. Vous êtes présenté comme ça, expliquez-nous un peu. Je me présente, je suis Abdelhalim Oudriss, donc je suis informaticien marocain résident en France. Je suis militant, activiste, observateur en fait de la politique marocaine, enfin tout ce qui concerne notre pays d'origine. Voilà. Très bien. Merci. Alors, j'aimerais que nous commencions un peu. D'ailleurs, nous allons tout à l'heure recevoir une Tunisienne et un Algérien, qui sont tous deux analystes politiques, qui vont nous donner leur avis sur ces questions. Ça nous permettra un peu de nous rencontrer entre Maghrébins, du moins ce cœur battant du Maghreb qui est le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Et nous attendons juste de régler donc le Skype. Mais sinon, j'aimerais commencer par un sujet que je vous soumets. À votre avis, si vous deviez choisir ce que fut la décision la plus importante, le changement le plus important dans la Constitution de 2011 en matière d'élections législatives, qu'est-ce que vous diriez ? Il faut dire que la Constitution de 2011 n'est pas tombée du ciel. C'est la Constitution qui est venue après le mouvement du 20 février. Il faut bien savoir que le mouvement de fin février, il était avant celle qui s'est produite en Tunisie, Rabi al-Arabi. Les printemps démocratiques. Les printemps démocratiques, ils ont commencé à s'y définir. Il y avait un soulèvement déjà, mais structuré à partir du printemps arabe. Je vais vous interrompre. Oh oui. Nous allons recevoir Skype parce que nous avons un problème, nous sommes obligés de passer tout de suite. Donc, Abdelwahab Zaatari est avec nous ? Oui. Abdelwahab Zaatari ? Oui, c'est Jamal, oui. Abdelwahab Zaatari, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous écoute très bien, oui. Moi, je n'entends pas Abdelwahab Zaatari, il semble... On ne l'entend pas, Abdelwahab Zaatari, mais s'il s'exprime, c'est pour rien, puisqu'on ne l'entend pas. Je suis désolé, nous avons des petits problèmes. Voilà. Abdelwahab Zaatari, vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Très bien. Alors, Abdelwahab Zaatari, vous êtes avec nous pour quelques minutes, donc nous voudrions que vous nous disiez ce que vous pensez des élections législatives qui ont lieu en ce moment, qui vont avoir lieu dès demain au Maroc. Oui, nous, en ce qui me concerne,
je félicite nos frères marocains pour cette avancée démocratique, somme toute, parce que le Maghreb, dans sa globalité, il est secoué depuis quelques années par de nombreux conflits, de nombreux troubles dont les origines sont internes, mais aussi externes. Rabi' al-Arabi, donc le printemps arabe, les conflits internes, l'islamisme opposé à la modernité par certains partis, donc la majorité comme matrice de base opposée aussi à l'arabisme, à d'autres au sahraouisme, etc. Donc globalement, je suis très content de l'avancée que font nos frères marocains en matière d'élections et d'avancées démocratiques. Ils ont évité beaucoup de catastrophes auxquelles n'a pas échappé l'Algérie dans les années 90, n'a pas échappé non plus malheureusement la Libye, qui continue de secouer encore nos frères égyptiens. Donc le Maroc, autant que monarchie constitutionnelle, il a fait de bonnes avancées et les partis sont représentés de façon proportionnelle et il représente globalement un peu les tendances de la structure sociale donc réelle marocaine. Et donc, on ne peut que leur souhaiter bonne chance et une bonne continuité. Il semble, Abdelwahab Zaatri, que nous nous acheminons vers une sorte de confrontation entre deux blocs quasi idéologiques, l'un représentant l'islamisme qui préfère se qualifier eux-mêmes de conservateurs, et de l'autre côté des gens qui se qualifient de démocrates, mais qui sont un peu ancrés eux aussi dans une sorte d'authenticité. Donc un peu une sorte de bipolarisme, mais d'où semblent être écartés un peu les gens de gauche, les gens qui se disent progressistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça c'est un problème auquel tous les pays arabo-musulmans sont confrontés. Il y a toujours cette dichotomie qui est apparue et qui a d'abord faussé un petit peu l'équilibre social des sociétés arabo-musulmanes. Donc il y a à la fois cette tendance islamiste, bien entendu, parce que originellement la grande majorité des citoyens sont musulmans, et donc il y a un appel à l'islam qui est naturel vu l'histoire des Nord-Africains et des Arabes en général, mais souvent elle est exploitée de façon un peu forcée par des tendances qui tirent un peu trop fort sur les formalités islamistes au lieu de la spiritualité. Et donc, ces forces-là tombent en conflit avec d'autres qui ont été éduqués dans un contexte, disons, occidental. Et c'est ça, ces deux extrêmes, donc les trop modernistes, disons, et les trop islamistes, poussent toute la société vers la confrontation. Et je pense qu'il faut un peu apaiser les choses, comme ça s'est passé la dernière fois au Maroc même. Donc, les islamistes ont réussi, mais ils ont un petit peu calmer le jeu, il n'y avait pas de confrontation. Dans leur ben, comment Abdelwahab Zaatri, une question que je vous demanderai d'y répondre assez brièvement. Qu'est-ce que vous pensez? On dit, hein, moi je n'avance rien personnellement, nos invités vont nous confirmer ou infirmer. On dit que les élections, celles de 2011, se sont déroulées de façon relativement transparente. Qu'il n'y a pas eu de bourrage, qu'il n'y a pas eu de fraude, qu'il n'y a pas eu de manipulation électoraliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que oui. Moi, j'ai vécu en Europe et j'ai connu des politiciens de Hizb al-Istiqlal, des anciens partis. Je pense que ça s'est très bien passé. Globalement, même s'il y a eu des petits dépassements, ça n'est pas grave. Je pense qu'ils ont très bien fait leur passage en 2011. Et si ils se contrôlent un peu, qu'ils ne vont pas vers des conflits ouverts, des oppositions farouches, je pense qu'ils vont très bien réussir. Mais au-delà de ça, si jamais il y a quelque chose, c'est la bonne gestion du pays aussi, hein, parce que lorsque le pays va mal, l'économie va mal, cette confrontation devient pratiquement automatique. Mais si le pays est bien géré, les gens se sentent à l'aise, il y a un peu d'équilibre social, eh bien les choses passent en soft. Et, remarquez que le Maroc
les dernières années, il a fait des appels à des investissements très intéressants. Le tourisme fonctionne très bien malgré les difficultés. Son agriculture est parmi les meilleures de l'Afrique du Nord. Et puis, les Marocains qui sont à l'étranger, ils reviennent chez eux, ils investissent chez eux. Il y a une très grande aussi un très grand dynamisme chez les Marocains en matière d'association en Europe, dans le pays, et tout ça, toute cette vie associative, elle aide la société à s'exprimer, à éviter donc la confrontation. Voilà. Merci Abdouhab Zaatari, je vous remercie pour cette intervention et je reviens donc à Al-Moubaraki Mohamed. Je vous laisse poursuivre ou si vous voulez commenter. Répondre. Bien sûr, je vais commenter. Merci pour notre ami, mais je pense que c'est plus une publicité touristique que la réalité. Et je le remercie, bien sûr, mais le Maroc et les Marocains, sans parler des Maghrébins, valent mieux que ça. C'est-à-dire, on nous parle qu'effectivement, le Maroc, il y a la stabilité, mais aucune stabilité n'est réelle sans une démocratie réelle. Or, on nous parle maintenant qu'au Maroc, il y a une démocratie en comparaison avec d'autres pays qui sont en déliquescence. Pourquoi vous ne voulez pas que le Maroc, qu'avec un mouvement, comme j'avais dit, national, d'un niveau, qui s'est allié avec nos frères algériens, qui avaient une ouverture et des potentialités, des richesses, ne pas être au niveau du Japon? Pourquoi vous voulez qu'on cherche toujours, qu'on existe et qu'on a les moyens qu'on est, et non pas être aussi comme la France ou comme l'Angleterre? Est-ce qu'on ne mérite pas une réelle démocratie? Donc je viens de dire ce que je veux dire. J'aimerais juste... oui, bien sûr. Puisqu'on a décidé de discuter à bâton rompu, nous pouvons nous interrompre les uns les autres. Bien sûr. Comment peut-on passer d'un stade quasiment féodal, d'un stade où l'exploitation de l'homme tellement outrancière qu'elle a choqué même les féodaux eux-mêmes, à un stade hyper développé, hyper civilisé? Il y a des étapes qui doivent être franchies. Et pour beaucoup d'Algériens, dont je suis moi-même personnellement, nous considérons que le Maroc a fait un bond qualitatif appréciable, même si beaucoup reste à faire, même si le chemin est encore long pour une vraie démocratie, mais le chemin parcouru, à mon avis, il est remarquable, il est à saluer. Et vous semblez ne pas être d'accord du tout. C'est-à-dire c'est tout noir ou c'est tout blanc? Nous, on a boycotté la Constitution de 2011 et je dirais pourquoi. Oui. On a boycotté les élections de 2011 législatives et je dirais pourquoi. Et maintenant, nous, on rentre. On est au sein et on est pour ces élections. Parce qu'on voit qu'ils sont cruciales, que la période historique qui vient, elle est essentielle pour qu'effectivement se produise ce bond vers une réelle démocratie. C'est pour cela, nous, on a parlé, votre ami ou le monsieur qui a parlé de loin, d'une monarchie constitutionnelle. Voilà ce qui nous a été offert en 1962, c'est-à-dire avec une constitution offerte. Mais les monarchies constitutionnelles ont des niveaux, maintenant, voilà, on va arriver à une monarchie parlementaire et tout le hic est là. Expliquez-nous. Voilà. C'est que je pense que jusqu'à maintenant, sans qu'on arrive à une démocratie, à une monarchie parlementaire, ça sera qu'une démocratie de façade. On a dit que les élections, admettant qu'ils étaient transparentes, ce que sur quoi nous ne sommes pas d'accord en 2011, il y avait 13 millions, il y a des listes anciennes, il n'y avait même pas 25% qui ont voté réellement. Donc les jeunes qui sont arrivés depuis un certain temps... Vous parlez de 2011 2011 et maintenant... On parle de environ 53% d'abstention. 53 d'abstention, mais il faut dire qu'il n'y avait que 13 millions qui votent sur 25 millions. Donc les listes, ils sont incomplètes. D'accord. D'accord. Donc si vous ajoutez que les listes ne sont pas mises à jour. Donc nous, on demande que pour une réelle démocratie, qu'il y ait une transparence et que ces listes doivent être mises à jour si on veut la démocratie. Si on parle que maintenant, quand ils sont venus les islamistes, ils disent les islamistes sont intégrés pour la démocratie. Or, ces islamistes, ils ont de l'éthique et on voit ce qui se passe actuellement. Eh bien, il n'y a ni morale ni éthique au sein de ces personnes. Ils ont dit qu'il y aura la transparence
France et que les gens riches vont payer pour les gens pauvres. On a vu que les gens riches sont encore plus riches. Cette dynamique dont on a parlé, eh bien, il a profité qu'aux riches et les pauvres sont encore plus riches. Voilà le programme. Moi, je ne juge pas ces gens qui utilisent l'islam pour politique, pour avoir l'aspiration de notre peuple qui est musulman depuis des siècles, qui n'a pas besoin ni de cela, ni d'autres pour qu'ils viennent lui apprendre l'islam de nos grands-pères. Donc, il utilise l'islam à des affinités politiques. Et on a vu qu'ils ont dit qu'il y aura moins de chômeurs, on a plus de chômeurs. Dernièrement, eh ben, les gens, pour leur retraite, seulement le 2 octobre, il y avait des manifestations. Dans un État démocratique, on a le droit de manifester. Dans un État qui se dit démocratique, eh ben, ils étaient quoi? Il y avait, ils étaient maltraités, fouettés, ils étaient de nos camarades, nos amis, dans Sidi Slimane. Seulement le lundi dernier, ils étaient attaqués par des Baltagia. Donc c'est pour vous dire, quand on parle d'une démocratie, eh ben, les libertés individuelles, on va parler, est-ce que les libertés individuelles au Maroc sont respectées comme ils sont connus universellement? Est-ce que les libertés... Mais la question, est-ce qu'on s'y achemine? Est-ce qu'on va vers cet idéal que vous décrivez? Oui. Ou est-ce qu'on regresse par rapport à ce qui fut? Il y a pas, je ne vous cache pas, moi, il y a peut-être 25 ans que je n'ai pas été au Maroc, quand les frontières étaient ouvertes entre l'Algérie. J'y étais. C'est votre pays. Hein, oui, je sais, et je le considère comme tel. Et je considère les Marocains comme mes compatriotes, les Tunisiens aussi. Bien sûr. Et donc j'y ai été, et j'ai été stupéfait, je ne vous cache pas, par le changement du Maroc. Moi, quand j'y allais dans les années 90, quand les frontières étaient ouvertes, j'avais constaté qu'environ, il y avait à peu près 10% de gens très riches, ou plus ou moins riches. Qu'il y avait à peu près 10% de classe moyenne. Et il y avait une grosse masse de gens très pauvres, mais d'une pauvreté quasiment qui faisait honte. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas se permettre de manger dans un restaurant. Cette fois-ci, quand j'étais par exemple à Jemaa El Fna, et dans les restaurants qui mènent vers Jemaa El Fna, qui est une place touristique dédiée au tourisme, j'ai remarqué que la plupart des restaurants étaient occupés par des Marocains. Et j'ai remarqué que les classes moyennes marocaines étaient beaucoup plus nombreuses. Elles étaient partout, dans les voitures, dans les jardins, dans les parcs, dans les rues. On voyait que les gens avaient changé par rapport aux années 90, qu'il y a un meilleur être, qu'il y a une meilleure situation. Je ne dis pas que c'était parfait. J'ai été aussi à la campagne, j'ai été au Rif, j'ai vu une misère noire. Je me suis un peu renseigné sur la question de la sécurité sociale. J'ai vu qu'il y avait des carences vraiment atroces. Mais je n'ai pas vu ce Maroc que vous décrivez, qui est encore... D'accord, je vous donne un exemple. Oui. C'est pas moi, c'est les chiffres qui sont donnés par le gouvernement actuel, qui est islamiste, comme vous dites, et qui... Alors, on a un taux d'alphabétisation, d'analphabétisme, qui est le plus presque bas d'Afrique. Qu'on a par exemple les enfants qui rentrent à l'école, il y a encore des enfants qui ne vont pas à l'école. Alors que le mouvement national, le gouvernement d'Abdullah Ibrahim, vous savez qu'on avait un gouvernement socialiste national qui avait un projet. Regardez, en 1958, la généralisation de l'école. Moi, s'il n'y avait pas ce gouvernement, je ne serais pas à l'école, je ne serais pas avec vous maintenant. C'est-à-dire que ce mouvement n'était pas là. C'est-à-dire là, il y avait Muharabat al-Ummiya, la lutte contre l'alphabétisme dans les quartiers, partout. Du temps de la colonisation, non, après, en 1958, le mouvement. Il y avait un programme, on a commencé, c'est l'année où on a créé notre dirham, c'est le mouvement, le gouvernement d'Abdullah Ibrahim qui a fait. Donc il y avait en 1958, regardez, ça fait 60 ans. Et vous pensez qu'il y a une régression? Donc il y avait, bien sûr, c'est qu'on avait des années de plan, c'est-à-dire... Je vais demander l'avis de nos invités. Je vous en prie. Merci. Moi, en fait, je voulais juste revenir sur plein de points qui ont été abordés dès le début, en fait, la Constitution. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec mon ami Moubaraki, surtout la question de la Constitution. La question qui était posée,
comment qualifie-t-on cette constitution qui est la loi la plus suprême du pays? La loi fondamentale sur laquelle repose toute la vie politique. Et donc, c'est juste une refonte totale de la constitution précédente, car dans cette question qui est même arrachée par le mouvement du 20 février. Mais dans un contexte de printemps démocratique des peuples de la région. Dans un contexte de printemps. Il y en a même qui disent que c'est un contre-feu. Voilà, bien sûr, c'était une manœuvre politique pour calmer ce mouvement qui a été suivi ensuite par des élections anticipées. Mais vous ne pensez pas que ce n'est pas plus mal que d'avoir donné ce qui aurait pu être arraché par la force et la violence? En fait, c'est la Constitution, c'est le fait de pousser le régime à réagir qui a été arraché. Mais la Constitution elle-même, il n'y a rien réellement de nouveau, car les pouvoirs... Rien de nouveau. Par exemple, avant cette Constitution, est-ce que le roi n'était pas contraint de choisir le gouvernement parmi la formation politique qui a emporté les élections? Il n'est pas contraint parce que c'est lui-même qui décide toujours. Oui, mais il est obligé de choisir parmi la formation qui a remporté les élections. Bien sûr, mais il a le droit de ne pas choisir aussi. Et donc, le roi, aujourd'hui, il a le droit de virer des ministres du gouvernement. Donc là, je vais revenir sur le fond de la Constitution, parce que quand on y regarde, on y jette un coup d'œil, on voit en fait que les pouvoirs, ils sont toujours dans les mains du roi. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir militaire, la diplomatie extérieure, le pouvoir religieux et surtout, et là où il y a un grand problème, c'est le pouvoir économique. Donc là, il y a un problème d'éthique. Quand vous dites le pouvoir, je m'excuse, je ne me fais pas l'avocat du royaume ni du roi, mais bon, j'apporte la contradiction. Quand vous dites le pouvoir législatif est entre les mains du roi, ces députés qui sont élus, donc si j'ai bien compris, ne servent à rien d'autre qu'à faire de la figuration? Bien sûr, nous pensons qu'aujourd'hui, ces pouvoirs législatifs, je peux les citer, il y a un schéma qui circule un peu, qui est fait par des militants, et on voit bien. Par exemple, le roi, c'est lui qui est le président du Conseil des ministres. Qu'est-ce que ça veut dire, le Conseil des ministres? C'est le laboratoire des décisions stratégiques. Ça veut dire, c'est le roi qui donne le feu vert pour ces décisions stratégiques. Par exemple, on peut parler du pouvoir, par exemple, judiciaire. Judiciaire qui est totalement dans les mains du roi, et il peut faire ce qu'il veut. Et donc là, je vais juste revenir par rapport à la Constitution. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Parlement ou le gouvernement qui sera issu de ce Parlement aura cette utilité de gérer ce qu'on appelle les affaires secondaires. Car on sait bien que les pouvoirs sont dans les mains du palais et de son entourage. Et on l'a bien vu avec l'expérience de ces 5 ans, comment ça fonctionne au Maroc. Je voulais quand même revenir sur quelque chose qui a été abordé par notre ami tunisien. Algérien. Surtout quand on parle des avancées démocratiques, parce qu'il faut mettre ces élections dans leur contexte. Aujourd'hui, le Maroc, c'est un pays, c'est un État qui réprime. On voit la répression partout. C'est un État où il y a encore de la torture, comme l'attestent les ONG nationales et internationales. Et il y a les ONG qui sont réprimées, à l'image de l'Association marocaine des droits humains, qui est la plus grande ONG en Afrique et dans le monde arabe, et qui a une réputation, pas seulement dans la région, mais internationale. Mais ces militants, ils sont réprimés au quotidien. Il y a des prisonniers politiques aujourd'hui au Maroc, plus de 200 si le chiffre est correct, plus de 200, et qui sont subis une espèce de fabrication de procès de A à Z. Et aujourd'hui, par exemple, nous, la Voie démocratique, le parti ayant appelé au boycott, parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était un parti légal, si, légal, mais il ne bénéficie pas des mêmes droits des partis qui participent.
Vous avez appelé au boycott Bien votre sûr, parti, nous, le Parti de la Voie démocratique, nous avons appelé au boycott parce que nous considérons qu'il s'agit d'une mascarade électorale qui n'a, en fin de compte, aucun but que de renouveler la classe dirigeante et que de faire de la figuration au sein du Parlement et du gouvernement, car on sait très bien où est le pouvoir au Maroc. Il y a d'autres points qui ont été abordés, par exemple, aux élections précédentes. On a bien vu qu'il y avait de la fraude. Ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est même des ONG. Ils disent qu'il y a de la fraude. Et ça, on ne peut pas le contrôler. De la fraude de façon systématique, bourrage, trucage, ou ce sont des cas isolés? Ah non, ce n'est pas des cas isolés. C'est une fraude systématique, systémique? C'est une politique systématique de l'État marocain, parce qu'on sait bien, à travers l'expérience et l'histoire du pays, comment ça fonctionne au sein du ministère de l'Intérieur. Nous, ce que nous parce que nous, on a aussi des propositions quant à ces élections, parce qu'on boycotte, mais en participant activement au boycott dans la rue, qui est une position politique. Ça veut dire on s'approche des citoyens pour leur expliquer pourquoi le boycott que vous lancez, est-ce que vous le lancez de façon tout à fait normale, légale, ouverte, ou est-ce que vous êtes obligé de le faire de loin, depuis les pays étrangers Là, j'allais revenir à ce point, parce qu'aujourd'hui, nos militants sont dans la rue pour... dans la rue marocaine? La rue marocaine pour le boycott, mais ils sont réprimés dans son... Ils sont tabassés, ils sont emprisonnés. Il y a même des tentatives d'assassinat de nos militants à Nador, à Casablanca, à Salé, à Meknes et ainsi de suite. Il y a même des camarades qui participent aux élections, comme nos camarades de la fédération, qui sont nos alliés, nos camarades, et qui subissent aussi de la répression, comme vient de le rappeler Mohamed. Et nous allons passer à Idriss Abdelhalim. Je découvre, je voudrais que... Parce que moi, j'aurais voulu qu'il y ait un peu une sorte d'équilibre. Bon, je vais essayer de faire la promotion du gouvernement actuel. Non, pas la promotion. C'est-à-dire, j'aurais voulu qu'il y ait des gens qui défendent une position et que d'autres défendent l'autre position, puisque ce sont les Marocains qui défendent l'autre position, existent. Oui. Vous ne pensez pas qu'ils existent? Les médias au Maroc, ils n'ont que pour eux. Non, mais est-ce que les gens... Et le PGB, il n'y a rien d'autre, il y a le désert. Alors, heureusement qu'il y a cette émission où l'opposition réelle... Mais j'aurais voulu qu'il y ait représentants de tous les courants, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec ces attitudes et ces positions, j'allais dire idéologiques. Oui. Mais je vous laisse vous exprimer. Alors, sur cette table, on est 3 Marocains. Bien sûr, on est divergents, on a chacun ses positions, mais malheureusement, je ne peux pas faire gros défaut par rapport au tableau qui est présenté par mes amis par rapport au Maroc, parce qu'en fait, c'est une image qu'on vit au Maroc. Nous, on est des amoureux, on va au Maroc, on a des contacts, on a de la famille, on suit la situation au Maroc. Il y a une grande différence entre ce qui est véhiculé... RME, je rappelle que RME, c'est résident marocain à l'étranger. Marocain résident à l'étranger. Oui. C'est consacré, c'est devenu un terme générique. Bon, il y a des droits d'auteur dessus, ça y est, c'est bon maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Voilà. Bien. Donc ce que je veux dire, il y a un tableau véhiculé par l'État, par les chaînes publiques de l'État, par lequel on est exclu, donc exclu la majorité des Marocains, la majorité des courants politiques qui n'ont pas le même son de cloche que veut le pouvoir au Maroc, et vous n'entendez jamais cette position dans les chaînes publiques marocaines. Donc aujourd'hui, malheureusement, vous avez voulu en fait d'avoir un tableau dans lequel il y a des gens qui boycottent ou qui participent, mais qui ont des positions, qui participent, mais en fait qui ont d'autres positions par rapport à... Moi, je suis toujours gêné quand il y a un seul son de cloche. Je ne prends position en fait, pour personne, en fait. Il n'y a pas un seul son de cloche. Mais moi, j'ai été au Maroc, j'ai entendu l'autre son de cloche. Oui. Je l'ai entendu de façon très audible. Donc c'est pour ça que je dis que j'aurais voulu qu'autour de cette table, il y ait eu divers sons de cloche. Alors je vais vous dire autre chose. Donc demain, vous allez entendre le deuxième son de cloche aux annonces des résultats. D'accord. De taux de participation. Je ne parle pas du vainqueur, parce qu'en fait, si vous voulez, le vainqueur, que ce soit X, Y, c'est les islamistes de Sa Majesté, c'est la gauche de Sa Majesté, c'est les libéraux de Sa Majesté. C'est les mêmes. Voilà.
Donc je reviens, vous avez posé une question par rapport à la Constitution de 2011. Bon, je vous avais demandé si nous devions choisir une mesure qui est consacrée à un véritable changement. Ouais. Est-ce qu'elle existe? Elle existe, oui. Et quelle est-elle? Vous savez c'est quoi? Oui. Il y a un gentil Marocain qui a dit, bon, l'ancienne Constitution, c'était Ali a mangé la pomme. 2011, c'était la pomme a été mangée par Ali. C'est si simple que ça. Donc, dans l'ancienne Constitution, il y avait l'article 19. Le fameux article 19, noir d'ailleurs, qui réunissait tous les pouvoirs aux mains du palais. Ben, cet article 19, si simple que ça, par la commission qui a été nommée par le roi après le printemps arabe, pour le contourner d'ailleurs, ce n'était pas pour répondre. Nos amis en fait, dans le Maghreb, dans les pays arabes et en Occident, ils pensaient que c'était une réponse. Mais non, ce n'était pas une réponse. C'était un contournement. Un contournement. Et il faut voir la réalité aujourd'hui. Où est-ce qu'on est? On a un gouvernement. Il est élu, certes, mais il ne gouverne pas. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Premier ministre. Il dit on est le gouvernement de Sa Majesté. La session parlementaire, vous avez posé une question à mon ami Mobarki tout à l'heure, une question très très claire, d'ailleurs très importante. Vous avez dit les parlementaires font quoi? Ben, en fait, ils dorment. Sur des centaines de parlementaires, vous avez généralement 20-30 personnes qui sont là, il y a 3 qui parlent, et puis les autres, ils dorment. Je m'excuse, je suis désolé, mais j'ai l'impression que vous me faites de la caricature. C'est réel. Je ne sais pas. Non, je vais répondre, je vous dis la vérité. Trop d'excès, ce qui est excessif devient insignifiant à la limite. Non, je vais vous dire une chose. Parce que là, j'ai l'impression que vous forcez sur le trait. Non, je ne force pas. C'est une réalité. Moi, je ne suis pas en train de dire que d'ailleurs, ce n'est pas mon rôle. Mais je ne veux pas non plus véhiculer un message à sens unique qui caricature, qui noircit le tableau et qui est tellement excessif que personnellement, je ne reconnais pas cette situation dont vous parlez. J'aurais voulu qu'il y ait un débat de fond sur des grands principes. Mais là, le Parlement, à quoi ils servent? Ils servent à dormir. Je crois que c'est vraiment excessif. Cher ami, franchement. Je ne vous dénie pas le droit de donner votre avis. Mais je vous dis que personnellement, et j'imagine que beaucoup de spectateurs pensent comme moi, que c'est vraiment excessif. Non, je vais vous dire une chose. Sinon, je reviens à vous. Je vais répondre. Je reviens à vous. On va répartir de façon équitable. Vous avez dit que l'autre parti, mais ils ne sont pas là. Mais là, ce qu'on voit, regardez ce que vous projetez, sur quoi vous parlez, il n'y a que les partis qui sont au pouvoir. Donc l'opposition réelle que nous sommes, je n'ai pas vu depuis que je suis là. Les images que nous postons sont ce qu'on appelle des rushs qui sont sur le Parlement. Non, si vous étiez dans le Parlement, vous aurez montré. Non, il y avait là un débat entre les différents représentants des partis qui participent actuellement aux élections. Et il y a un seul parti, pas seulement au Maroc, pas seulement au Maghreb, dans le monde arabe, c'est le PSE qui a une femme. Et nous, on lutte que la Constitution, que l'égalité. Si vous êtes pour la démocratie, s'ils sont pour la démocratie, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, qu'il y a une égalité devant la loi et à l'intérieur de la loi. Or, au Maroc, la femme n'est pas l'égale de l'homme dans plusieurs. Donc voilà la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure Je dis, la femme s'appelle Madame Mounib. Nabila Mounib, si vous la connaissez. Oui, très bien. Elle a la présence, la prestance, c'est une femme qui est raisonnable, qui n'a pas d'excès. Qui appelle à une monarchie parlementaire à l'image des pays scandinaves. Mais pourquoi pas? C'est ça, pourquoi pas? Mais on ne la voit pas à la télé, c'est ça ce que je veux dire. Alors on est en train de présenter des élections, que ces élections sont ouvertes, ces élections sont transparentes, ces élections seront le pas en avant pour l'affirmation de la démocratie au Maroc, mais on voit que l'autre voie, c'est pour cela, c'est l'autre voie, et on aime qu'il y a des contradicteurs à côté de nous et on les accepte et ils sont les bienvenus. J'aurais voulu, franchement. On peut les voir quand vous voulez, je suis présent moi avec... Là, en ce moment, nous avons fait une émission de lynchage. La dernière, la dernière fois... Attends, je vous dis pourquoi lynchage. L'autre point, ça a été évoqué par mon ami. On est la démocratie, celui qui gouverne, il doit rendre des comptes.
si on est dans une démocratie où celui qui prend des décisions ne rend pas de compte, bah vous pouvez l'appeler quand vous voulez. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que les élections ne sont pas la meilleure manière non, mais ceux de qui sanctionner assument, ceux qui donnent des ordres, ceux qui décident, ceux qui disent il faut faire ceci, cela, etc., hein, il faut qu'ils rendent compte devant le Parlement, hein, mais on ne dit pas, on est dans le sens de la Constitution, au moins devant des commissions parlementaires. Qu'est-ce que vous pensez de la mesure qu'on dit discriminatoire positivement, les mesures de discrimination positive pour les jeunes de moins de 30 ans et les femmes ces sièges, ces quotas. Ah oui, dans le quota. Mais c'est pour cela, il faut qu'il y ait c'est l'offre du prince. Ils ont dit la Constitution, puis ils ont dit, mais on peut être pour ou contre. Notre parti, il participe à ces élections, donc on a accepté qu'il y avait ces listes. Mais si on va un petit peu loin, pour qu'il y ait une vraie démocratie, donc il y a des forces sur des projets. Ce qu'on dit, nous, on ne critique pas pour critiquer. Nous, on a un projet sociétal que nous pouvons discuter, exposer à qui veut et qui est valable. Ce programme, c'est quoi? C'est que l'enseignement au Maroc, qui était sur le point d'être généralisé il y a 60 ans, maintenant, il y a délapidation, privatisation de l'enseignement. C'est pire. Donc au Maroc, si vous voulez, même un ministre de l'enseignement, il a dit celui qui va envoyer ses enfants à l'enseignement, il faut qu'il sorte de l'argent. Or, un État démocratique, et surtout comme celle du Maroc, il faut que l'État, c'est son droit, parce que c'est les impôts des citoyens, etc., etc. L'autre point, et ça a été soulevé, comment vous dites? Excusez-moi, oui, parce que nous, on est des personnes excessives, qu'on est des personnes qui reconnaissent pas. Etc. Moi, je suis ici, je suis marocain. Vous m'avez invité en tant que marocain, que citoyen marocain. Mais on n'a pas le droit. 5 millions de Marocains. D'accord, vous venez après. Donc une démocratie qui ne reconnaît pas 15% de ses citoyens, que maintenant, si on veut voter, il faut donner un pouvoir, une délégation à quelqu'un. Il faut déjà tamponner, aller se déplacer. Or, ils nous disent qu'on n'a pas les moyens techniques. Pendant la Constitution, le vote sur la Constitution, parce que ça les arrange, tout le monde a voté. Oui. Voilà, une liste au palais, celui qui veut voter. Et quand il y a les représentants du peuple et qu'il y aura vraiment un vrai Parlement qui légifère et qui est autonome, parce que nous, on est pour l'autonomie des institutions. L'institution juridique, elle n'est pas autonome. C'est-à-dire, l'institution parlementaire, ça a été dit, il n'est pas autonome. L'autre point, parce qu'on nous a dit, les jeunes, parce que nous sommes quand même une société, comme chez nos frères algériens et tunisiens, une société de jeunes. Eh bien, le chômage, il touche 40%. Comment vous voulez, quand il n'y a pas d'ouverture, quand il y a des projets réels pour que ces jeunes trouvent un travail, pourquoi vous ne voulez pas qu'ils quittent le pays? Et après, on voit les drames qui arrivent. Un dernier tour de table. Alors, j'aimerais que nous restions sur ce sujet du vote pour les Marocains de l'étranger. Comment, déjà le terme Marocain résident? Je voulais juste rebondir brièvement par rapport à ce que vous avez évoqué par rapport à la situation au Maroc. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on vit par exemple en France ou ailleurs, quand on voit les images véhiculées par l'État marocain, on se croit dans un pays qui est ouvert, un pays développé, etc. Mais la réalité, c'est par rapport à d'autres. Voilà, ça dépend à qui vous le comparez. On ne compare pas. Oui. Nous, par exemple, nous personnellement, je ne me permets pas de comparer le Maroc à un autre pays parce que chacun a ses conditions. Et même si on ose que comparer, par exemple, la situation d'éducation au Maroc est pire que des pays qui sont en guerre. Je dis bien en guerre, et ça, c'est les rapports nationaux et internationaux. Et quand on parle, par exemple, de la situation de la santé, aujourd'hui, les femmes accouchent dans les rues. Oui. Et ça, ils sont véhiculés par les images, malheureusement. Malheureusement. Quand je disais caricature, quand vous dites, moi je suis vraiment très mal à l'aise dans cette émission. Quand vous dites les femmes accouchent dans la rue,
Bien sûr. Toutes les femmes au Maroc accouchent dans Non, la rue? pas toutes Mais les vous femmes. êtes en train Bien de sûr. dire les femmes accouchent dans la rue. Bien sûr, il y a Si encore, vous- c'est si choquant. vous aviez dit, il y a certaines femmes qui accouchent dans la rue. Bien J'aurais sûr, compris. j'ai dit, Si vous il y a disiez encore- un nombre important de femmes accouchent dans la j'ai rue. dit il y a Vous encore voyez, des c'est- femmes qui accouchent dans les rues. Non, Et vous c'est avez vrai. dit les femmes accouchent dans la rue. Bien, ok, on va. Mais peut-être- ça, excusez-moi, ça, c'est nous votre arrivons à la interprétation. fin de l'émission et je voudrais donc donner le reste du temps qui est à vous qui donc n'avez pas eu suffisamment de temps. J'aimerais que vous nous répondiez sur ce thème du vote des Marocains qui résident à l'étranger. Si vous me permettez, en 2 minutes, parce que j'ai eu peu de temps par rapport à mes amis, de revenir sur l'image. Malheureusement, aujourd'hui, même au sein d'une partie des MRE, ici en France et ailleurs, on a cette image du beau temps, le soleil, la plage, les beaux restos, parce que vous avez l'euro. Donc ça s'échange à pratiquement 11 dirhams l'été, les mariages, les fêtes. Ça se passe très bien. Mais il ne faut pas tomber malade par contre. Il ne faut pas tomber malade. L'image que mon ami a donnée, ce n'est pas une image à 100%. Et ce n'est pas une image à 0,1%. Ça fait beaucoup. On est en 2016 quand même. Et on a acquis l'indépendance. Malheureusement, une indépendance, on s'est rendu compte tardivement que c'est une indépendance donnée et négociée depuis à peu près 60 ans. Si à 60 ans, on a toujours des enfants qui meurent de froid à Anfgou parce qu'il n'y a pas le centre hospitalier, parce qu'il y a des gens, des femmes enceintes qui accouchent, on les porte et on marche des kilomètres pour qu'elles accouchent dans des conditions drastiques, ben, il y a un problème quelque part. Et vous n'avez pas répondu au vote. Non, mais attendez, on y vient. Non, mais attendez, par rapport à l'école, un pays démocratique sans école, on ne peut pas dire que c'est un pays démocratique. S'il vous plaît, on arrive à la fin et on n'a pas traité de ce sujet du vote des résidents marocains à l'étranger. J'aimerais que vous nous répondiez. Très bien, je reviens à vous. On est à peu près 5 millions MRE marocains qui résident à l'étranger. Donc à peu près, donc c'est les statistiques. Je rappelle que lors du dernier vote, il y a eu 15,5 millions environ de votants, c'est ça, sur une population de 35 millions d'habitants. Donc ce qui fait que c'est à peu près, les électeurs représentent à peu près la moitié de la population. Si c'est le cas, s'il y a 5 millions de Marocains à l'étranger et qu'on applique les mêmes ratios, ça veut dire qu'il y aurait 2,5 millions d'électeurs environ. Ça, c'est une supposition. Parce que c'est un ratio comparatif. Mais je vous en prie, allez-y. Tout à l'heure, il a donné une donnée clé d'ailleurs par rapport aux listes électorales qui n'ont pas été révisées depuis X temps. Et d'ailleurs, aucun parti n'est capable, ni le gouvernement, ni les partis politiques, ni le Parlement, à les réviser. C'est une main bizarre d'ailleurs qui contrôle ces listes. Même le président du gouvernement l'a dit. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui c'est. C'est les crocodiles. À chaque fois, il dit c'est les crocodiles. Moi, je ne peux pas vous dire qui. C'est liste électorale. Il faut rappeler que le dernier recensement qui a eu lieu il y a 2-3 ans, jusqu'à aujourd'hui, les résultats officiels n'ont pas été annoncés. Il faut rappeler une donnée clé. En 2015, les élections communales en 2015, on a appelé les jeunes et les Marocains à s'enregistrer pour voter. C'est-à-dire qu'il faut avoir, comme en France, une carte électorale. Mais sauf que vu que personne ne s'est déplacé... Quelle est la cause de cette curieuse disposition ? Alors que, si mes informations sont bonnes, je vous laisse répondre. Si mes informations sont bonnes, la Constitution de 2011 dispose que les Marocains de l'étranger ont le droit de vote. D'où ça vient et pourquoi ? Je vais vous répondre, pour que je laisse la place à mes collègues. Mais très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Là. Ça, pour comprendre en fait cette position, c'est une logique. Il faut comprendre la logique, comment il fonctionne l'État marocain. Le corps, la raison, pour moi, pour nous, pourquoi ces gens n'ont pas ce droit, c'est que c'est un corps électoral non maîtrisable, contrairement à l'intérieur du pays où le jeu est fait à l'avance. Et tout à l'heure... Ça veut dire que les raisons ne seraient pas techniques telles que avancées dans l'argument des urnes 92. Bien sûr que non. Ce serait plutôt des arguments politiques. Bien sûr que non. Ça, je vous donne le mot de la fin. Après ça serait une catastrophe si pendant 5 ans, depuis 5 ans, la Constitution a donné ce droit aux Marocains résidant à l'étranger et que pendant 5 ans, on n'a rien fait pour que ces gens aient la capacité de faire leur droit politique. Ça, pour moi, c'est un gros mensonge qui ne passe pas. Mais la réelle raison, c'est que c'est un corps électoral qui est à l'étranger et qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, très bien. Sûr.
Le mot de la fin en moins d'une minute. Moins d'une minute, le mot de la fin, ça sera le suivant. Donc ça a été les listes électorales, le découpage. Et quand on dit qu'on est pour la démocratie, nous on est pour la démocratie, on va participer aux élections qui vont venir le 7. Mais ils ne nous ont pas donné, même pas une minute, quelques minutes, dans les radios, dans les télévisions. Donc c'est, nous, ce qu'on veut avec les élections, c'est que ça soit un moment d'éducation pour que les citoyens viennent et continuent les rapports. Or là, c'est parti, c'est des partis business. Ils appellent aux élections uniquement au moment des élections. Donc ils ont les moyens pour faire appeler, pour faire le mouvement. Ils ne laissent pas ni l'espace, ni l'argumentation contraire. Donc c'est ce que nous voulons, nous. C'est que nous avons un projet sociétal. Ce projet sociétal, c'est que si on veut que la démocratie soit au Maroc, il faut que celui qui gouverne rende compte. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une monarchie parlementaire, c'est-à-dire que le gouvernement gouverne et que le roi, on ne dit pas au roi, allez, règne, et ça sera aussi Merci Al-Moubaraki Mohamed, merci El-Hankouri Wadi, merci Idriss Abdel Halim. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, en espérant vous revoir bientôt pour une deuxième émission qui sera de 2 heures, celle-ci, un peu plus longue, où nous inviterons cette fois-ci des acteurs et des témoins et des observateurs de divers courants qui ne vont pas tous dans le même sens. Voilà, merci beaucoup. Khawa la khair, bislama.